La liste des jeux de société à commander au Père Noël, c'était une bonne idée, Nolan, mais on pouvait pas lui envoyer une lettre? Non, il faut lui dire en personne. Ah, mais c'est encore loin. Non, t'inquiète pas, ma boussole dit que c'est tout droit. Allez, go! On va vous parler des jeux de société à commander pour les enfants, les préados, la famille, mais aussi pour les joueurs plus experts. La première partie de cette vidéo concerne la liste des jeux de société proposés par Hugo, 4 ans. Oui Chris, c'est vrai que je zappe systématiquement cette partie sur les vidéos que je regarde de ce style. Mais là c'est différent, les jeux que propose Hugo sont aussi terribles entre adultes. Regarde. Que des trucs qui marchent bien entre adultes. Mais je sais que j'ai déjà perdu la moitié du public quand j'ai dit le mot 4 ans. Attendez, je vais venir vous chercher plus loin dans la vidéo. Non, c'est toujours la partie jeux pour enfants là, ils sont toujours pas là. On va plus loin. Ah ça y est, vous voilà. Alors non, il va falloir retourner au début de la vidéo parce que je parle pas que des jeux enfants. Enfin, sur le top Hugo et Nolan pour les jeux enfants, il y a des très bons jeux qu'on peut jouer entre adultes. Donc retournez-y et vous reviendrez là après. A tout de suite. Ah, vous voilà de retour. Le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est à la manière d'Arcimboldo. La mécanique du jeu, c'est que l'on va avoir 2 morceaux de phrases à associer. Par exemple, un rêve sur la lune. Et à ce moment-là, chaque joueur va devoir composer un tableau en utilisant des légumes magnétiques accolés sur son tableau pour réaliser une œuvre qu'il expliquera ensuite. Et le joueur qui réussira à convaincre que son tableau est le plus réussi remportera les points. Alors de base, c'est pas du tout un jeu que j'ai pris pour jouer avec Hugo. On l'a sorti entre adultes, on a mené nos premières parties et très vite il est arrivé et il était très intéressé par le matériel, Nolan également. Tout de suite, il a commencé à prendre une plaque et à réaliser son tableau. Au départ, il participait pas réellement au jeu, il faisait des robots, mais très vite il s'est mis à également participer à la partie et on a été bluffé par sa créativité et les tableaux qu'il allait réussir. Il faut savoir toutefois qu'il est quand même très difficile de voter contre un enfant qui a cette petite bouille et qui va vous dire « Regarde papa, ça c'est mon horloge délicieuse, j'ai utilisé ça pour faire les aiguilles, ça c'est l'aiguille qui montre les heures, ça c'est les aiguilles qui montrent les minutes. » Forcément il a notre vote. Il faut savoir que c'est un jeu où il y a une réelle bienveillance dans les règles où on vous dit les joueurs peuvent prendre leur temps, créer leur tableau, demander des pièces aux autres joueurs s'il en manque. Vraiment, il y a une très bonne atmosphère autour de la table et c'est un grand bonheur d'écouter chaque joueur expliquer son œuvre. Je vous ai filmé quelques-unes de nos réalisations, vous allez me dire en commentaire laquelle vous préférez. Le thème c'était un trésor maudit. Alors, première réalisation, je vous dis pas c'est de qui. Vous avez ici le dragon qui protège le trésor. On voit la fumée qui sort de la gueule du dragon, prêt à défendre ce trésor que l'on pensait accessible. Deuxième tableau, on a un trésor qui est maudit, puisque de l'extérieur, le trésor semble véritablement attirant, tout doré, et pourtant à l'intérieur, on voit qu'il n'y a rien de très grande valeur. Et enfin, dernière réalisation, vous avez le trésor que l'aventurier est venu chercher, mais malheureusement, dès qu'il a récupéré le trésor, on peut voir qu'il s'est fait transpercer par une lance, du coup, trésor piégé, trésor maudit. À vous de me dire quel tableau vous avez préféré. Voilà, Arcimboldo, c'est le jeu préféré d'Hugo, et j'ai hâte de pouvoir rejouer avec lui, j'espère qu'il sera sur votre liste de Noël. Le deuxième jeu de cette liste, c'est Château et Catapulte. Comment ça, Chris? C'est un jouet, ça ne compte pas. C'est pas du tout un jouet, c'est un jeu de société. Regarde d'ailleurs. Tu vois bien, l'éditeur c'est Lucky Duck Game, c'est un éditeur de jeux de société. Oui, tu as bien vu, dans le jeu, on va construire le château avec ses blocs, on va placer nos petits personnages à l'intérieur, puis on va bombarder ça avec la catapulte. Bah non, ça en fait pas un jouet, je suis pas d'accord. Il y a des règles que l'on suit strictement. Oui, on finit très vite par tirer les boulets n'importe comment sur le château sans tirer chacun à son tour. Mais ça reste un jeu de société. Et un jeu de société très amusant en plus. Comment ça, des cartes à l'intérieur? T'es sûr? Oui, bon, les cartes à l'intérieur, ça donne des actions spéciales. C'est sympa, mais moins sympa que de se tirer dessus simplement. Non, Chris, je continue à te dire que c'est un jeu de société. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des extensions qui contiennent un bélier et un trébuchet, et que je vais les acheter. Et le troisième jeu de la liste d'Hugo, c'est un jeu Minecraft, c'est pas le seul dont je veux vous parler dans cette vidéo, mais ici on a affaire à Minecraft Heroes of the Village. C'est un jeu coopératif où les joueurs vont tous ensemble défendre le village de l'invasion des Villagers. Savez-vous comment ont été créés les monstres de Minecraft? Il y a très longtemps, des villageois vivaient paisiblement,
Mais l'un d'entre eux était très différent des autres et il finit par être chassé car les villageois n'acceptaient pas cette différence. Triste, seul et reclus, il finit par tomber dans de sombres desseins. Il décida de se venger et invoqua la magie noire pour faire apparaître les monstres les plus terrifiants qui allaient envahir cet univers de Minecraft, en commençant par le premier village qu'il avait chassé. Heureusement pour les villageois, ils pouvaient compter sur leur talent d'artisan pour créer de puissantes armes pour se défendre. Si votre enfant est fan de Minecraft, la première chose qu'il va faire quand il va ouvrir ce jeu, c'est qu'il va déjà choisir son skin, son personnage, et l'associer directement à son animal favori, un animal qui va lui donner un pouvoir, et il va très vite retrouver cet univers qu'il aime tant, et vous allez pouvoir partager les aventures avec lui. La difficulté du jeu est pas très importante sur les premières parties, ça va vous permettre justement de le laisser faire un peu ce qu'il veut, puisque le but au final du jeu, ça va être de construire des bâtiments pour défendre le village, et pour ça on aura besoin des blocs. Les blocs, on va les chercher dans le sac, on va miner les différents terrains que l'on va découvrir, mais parfois on va aussi faire apparaître des monstres. Et les monstres, on va pouvoir les combattre en lançant les dés, et si on arrive à les vaincre, on va également récupérer des blocs pour construire les bâtiments pour défendre le village. La difficulté va plutôt arriver sur les derniers niveaux du jeu, où là il va falloir plutôt coordonner ses actions pour réussir à empêcher les méchants d'envahir le village. Mais c'est bizarre par ici, non? Non, t'inquiète, je te jure que c'est là. Ah, c'est Père Noël! C'est le bordel, courez! On passe à la sélection de jeux conseillés pour la commande au Père Noël de Nolan, 9 ans, préadolescent, et le premier jeu qu'il nous conseille, c'est Minecraft Builders and Biomes. Deuxième jeu Minecraft dont on vous parle dans cette vidéo. Ici on retrouve également le thème incroyable de Minecraft très bien représenté, mais en plus on a un gameplay compétitif très abouti. On va se déplacer sur la carte et révéler les tuiles de terrain. On peut y trouver des bâtiments que l'on va chercher à construire en récoltant des ressources sur le cube que l'on forme au début de la partie. Et ces bâtiments, on va les agencer sur notre plateau afin de marquer le plus de points de victoire possible sur les différentes étapes du jeu. Au départ, on va comptabiliser les terrains, donc c'est ce qu'on va chercher à collectionner. Puis on va comptabiliser les constructions selon leur type de matériaux. Et enfin, on va comptabiliser les constructions selon leur type. En plus de ça, on peut révéler des monstres et on va pouvoir s'amuser à aller récupérer des armes qui vont venir agrémenter un mini-jeu de deck building quand on va affronter les monstres. On commence avec 5 cartes, 3 cartes qui ne servent à rien et 2 cartes qui vont nous fournir des dégâts contre les monstres, et plus on va améliorer ce petit deck de cartes, plus on aura de chances de terrasser des monstres de plus en plus puissants, monstres qui nous rapporteront aussi des points de victoire. Chaque partie de ce jeu est une véritable aventure, et même entre adultes, même entre personnes qui ne connaissent pas Minecraft, le gameplay est déjà très bien réussi. Alors si en plus vous ajoutez des personnes qui connaissent l'univers et qui vont pouvoir vous citer les Enderman, les zombies, les différents types de ressources que vous allez récupérer, les différents types de bâtiments que vous allez construire comme le portail du Nether, véritablement l'immersion elle sera totale. Et c'est le jeu préféré de Nolan. Le deuxième jeu de la liste de Nolan, c'est Sonic Super Teams. C'est la deuxième vidéo où je vous place sur la table une tasse Sonic. C'est pas pour rien. Ici, on est véritablement fan de Sonic et de l'univers qui y est attaché. Aussi bien les jeux vidéo qui sont sortis depuis la Mega Drive, même les Sonic version 3D, même s'il y a eu du bon et du moins bon, les films bien évidemment, la série Sonic Boom que vous pouvez retrouver sur Netflix et qui est ultra drôle. Ici, on est fan. Pour les fans, vous allez retrouver justement ce jeu Sonic Super Teams qui est un jeu de course dans l'univers de Sonic, mais qui est un jeu qui est très bien pour les adultes et pour les enfants. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ma page Insta où les gens me disaient je me suis pas intéressé au jeu parce que ça ressemble à un jeu enfant, et c'est vrai que le design des figurines fait penser à ça, alors que franchement le gameplay il fonctionne très bien entre adultes. Chaque joueur va contrôler une équipe, par exemple Silver et Shadow, et le but ça va être de réussir à faire le tour de piste avant les autres. On va recevoir chacun une main de cartes, et ces cartes vont nous permettre de déplacer de 1 à 6 cases tous les personnages du jeu. Et tout l'intérêt, c'est de réussir à mettre les pions de notre équipe sur les rings qui vont doubler leur futur déplacement et d'éviter les pointes qui, elles, vont transformer n'importe quelle carte qui suit en carte de valeur 1. Mais ça, c'est sans compter les adversaires qui vont pouvoir bouger nos personnages et qui vont profiter du moment où on s'est placé adroitement sur des rings pour jouer leur carte de valeur 1 pour notre personnage, ce qui fait que même en doublant la carte,
on va avancer que de 2 cases. Et il y a d'autres petits coups très méchants à faire comme ça. Heureusement, on a des cartes bonus qui vont nous permettre de nous sortir des situations où les adversaires essaient de nous piéger. Et ça en fait un jeu vraiment excellent. Donc si vous êtes fan de Sonic, foncez et ajoutez-le sur votre liste de Noël. Alors très cher Sonic, déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Vous pensez quoi de ce jeu Sonic Teams? Le jeu est très cool, mais comment on peut croire que Shadow est plus rapide que moi? Le troisième jeu de la liste de Nolan, c'est pas un jeu, mais 3 jeux. Alors pourquoi je vous dis 3 jeux? Parce que selon l'univers que vous préférez, vous pouvez vous orienter vers la boîte de base qui contient les héros de la Justice League. Vous pouvez vous orienter vers la version Teen Titan. Ou vous pouvez vous orienter vers la version Forever Evil qui va vous permettre de jouer les méchants. Dans ce jeu, vous allez retrouver une seule ressource, c'est la puissance. Quand vous allez jouer vos cartes, vous allez récolter de la puissance pour acheter des super pouvoirs, acheter de l'équipement, acheter des nouveaux héros, mais aussi pour aller taper les vilains qui sont dans la rivière de cartes, mais aussi peut-être aller taper l'un des super vilains qui va constituer un avancement vers la fin de partie. Le but étant, une fois que tous les super vilains ont été tapés, de regarder qui a réussi à avoir le plus de points de victoire. À noter que chaque joueur va pouvoir incarner l'un des personnages de l'univers d'ici avec son petit pouvoir différent. Et bien entendu, comme dans les films, Superman est beaucoup trop puissant, donc réservez-le à un enfant qui va vous accompagner dans la partie, puisque ça lui donnera clairement un bon avantage. On en vient parfois dans ce jeu à acheter des cartes non pas pour l'efficacité de notre deck, mais pour le thème. Par exemple, quand j'incarne le personnage de Batman, si je vois la Batmobile dans la rivière de cartes, à aucun moment je vais pouvoir la laisser passer et je vais l'acheter peu importe si son pouvoir est naze ou pas. Quand Nolan était plus petit, on jouait avec lui et à ce moment-là, au niveau de ses cartes, il ne comptabilisait que la puissance offerte par ses cartes sans profiter des effets. Et malgré tout, il arrivait à mener les parties correctement. Maintenant, il arrive à jouer aussi avec les effets et du coup, ça devient encore plus agréable de l'intégrer aux parties de DC Comics. Il faut savoir que l'univers qui est retranscrit ici, déjà c'est DC Comics, donc c'est un peu plus sombre que l'univers Marvel et ça a plutôt le look des comics, donc certaines cartes vont peut-être pas être trop adaptées aux jeunes enfants. Donc quand vous allez ouvrir la boîte, pensez à vérifier les cartes et à enlever certaines qui vous semblent peut-être un peu trop dures. Je pense notamment aux cartes qui sont liées à John Constantine. Ah, j'ai chaud. Mais montre-moi ça là, tu es sûr que c'est par ici? Qui t'a appris à lire une boussole? Personne. Tu sais pas lire une boussole? Non. Mais alors? Regarde là-bas, c'est la reine du Père Noël. Mais non, c'est une antilope. Et derrière c'est quoi? Bon, les zèbres, on va les mettre là, voilà. Les antilopes plutôt par ici. Ouais, les girafes, avec les antilopes, les girafes. Et le rhino. Quoi, Chris? T'as déjà déclenché la caméra? Alors, excusez-moi, les jeux familiaux à commander pour Noël avec le Père Noël, on va commencer avec Savannah Park. Dans Savannah Park, chacun aura son parc avec des tuiles identiques mais agencées différemment. Et le but, ça va être de réussir à réagencer ces tuiles de façon à former le meilleur troupeau. Donc là, le rhino, on va le mettre là et on va juste mettre plein de rhinos à côté. Voilà. Les rhinos. Alors la grande originalité du jeu, c'est que quand un joueur va annoncer une tuile comme rhino, on va être obligé de prendre cette tuile de rhino. Et l'adversaire, bien évidemment, il va jamais annoncer la tuile qui nous arrange. Parce que pour scorer, il va falloir faire un grand troupeau de rhinos, certes, mais il va falloir réussir à agencer ça avec son troupeau de zèbres, son troupeau de girafes, puisqu'on va multiplier le nombre d'animaux par le nombre de lacs présents et uniquement sur la plus grosse zone de scoring pour cet animal. Savannah Park est un jeu très efficace où tout le monde joue en même temps, et je vous le conseille sur votre liste de Noël. Deuxième jeu familial à placer sur la liste à demander au Père Noël, c'est Acropolis. Et Acropolis, il a ce petit goût de jeu de civilisation antique où on va créer sa cité, mais de façon très simple. En fait, on va sélectionner l'une des tuiles proposées en payant éventuellement un coup et on va la placer dans notre cité en essayant de maximiser les conditions de scoring. Chaque type de bâtiment a une condition bien particulière. Par exemple, les bâtiments d'habitation, il faut les mettre
tous ensemble. Les marchés, il faut les isoler. Les bâtiments militaires, il faut les mettre sur le bord de notre cité. Les temples, il va falloir au contraire les entourer parce que les fidèles vont venir se recueillir au temple. Les conditions de scoring sont très faciles à retenir par rapport à ces éléments de thème. Mais tout ceci, ça ne fonctionne pas si on ne place pas nos bâtiments en hauteur, ce qui va maximiser les points de victoire qu'ils vont nous apporter. Mais si on ne prend pas non plus les bâtiments en place, qui sont les bâtiments indiquant des étoiles, et qui sont les multiplicateurs qui vont nous donner les points de victoire justement. Moi je trouve Acropolis véritablement addictif, on n'aura de cesse que d'essayer d'améliorer sa cité, et en plus on a un mode expert où on va ajouter une variante de scoring à chacun de ces types de bâtiments pour à nouveau scorer encore plus de points. Et le dernier jeu dont je vais vous parler sur cette liste des jeux familiaux, c'est Azul, mais Azul édition Maître Chocolatier. Alors Azul est un jeu que l'on ne présente plus, et ici c'est une boîte qui est basée sur la première boîte des Azul, qui compte 4 boîtes différentes. Le premier Azul, les vitraux de Sintra, pavillon d'été et le jardin de la reine. Ce qui va faire la particularité de ce jeu, c'est simplement l'aspect collector, puisque le gameplay c'est le même que le Azul premier du nom, mais les tuiles sont des tuiles qui ressemblent à des morceaux de chocolat. Les joueurs vont avoir énormément de mal à se concentrer avec autant de tuiles qui ressemblent à du chocolat sur la table. Et d'ailleurs, faites gaffe aux enfants quand ils seront près de ce jeu. Que vous soyez un collectionneur comme moi qui possède toutes les boîtes d'Azul ou un joueur qui en a aucun, moi je vous conseille véritablement de vous faire offrir ce jeu par le Père Noël, parce que non seulement il est vraiment magnifique, c'est une édition limitée, donc une fois que le premier tirage sera parti, vous pourrez plus l'acheter, et enfin il possède une petite variante qui est plutôt agréable. Oh, c'est la maison du Père Noël. Sérieux? Allez, on y va. Non mais attendez, on n'a pas encore présenté les jeux experts. Attendez. On arrive à la partie sur les gros jeux. Si vous voulez vous faire offrir ces gros jeux que vous n'osez pas acheter tout au long de l'année, c'est le moment sur la liste du Père Noël. Et le premier des jeux experts, des gros jeux que je vous conseille de mettre sur votre liste de Noël, c'est le jeu Bitoku, qui fait partie de la gamme Yellow Expert et qui brille véritablement par son thème. Dans ce jeu, on se retrouve propulsé dans une forêt millénaire et on va chercher à succéder à l'esprit gardien de cette forêt qui va s'éteindre. Et c'est le joueur qui va réussir à se montrer le plus digne qui va devenir le successeur de cet esprit millénaire. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce jeu, c'est que l'on va retrouver son thème imbriqué dans chacune des mécaniques du jeu et surtout dans chacune des zones du plateau. C'est comme si chacune des zones du plateau racontait sa propre histoire. Tout d'abord, on aura les cartes yokai que l'on va jouer sur son plateau personnel. Ça va être les personnages qui vont nous aider à accomplir notre destinée. Ces yokai vont débloquer nos dés qui sont les dés gardiens. On va aller les placer sur les différents emplacements du plateau, ce qui va nous permettre de réaliser des actions bâtiments et des actions forêt. Et ensuite, ces dés, ces gardiens, vont pouvoir traverser une rivière sacrée, mais ils vont devoir se montrer humbles, se montrer dignes, et pour ça, ils vont perdre un point de dés. Ce qui est important parce que c'est des dés qu'on va ensuite récupérer sur notre plateau pour la prochaine manche. On va également retrouver comme zone de jeu le chemin de la sagesse, où on va pouvoir accompagner ces pèlerins, mais aussi une zone sur notre plateau personnel où on aura des rochers qui vont raconter une histoire, qui vont partager leur sagesse avec les pèlerins. Donc on va pouvoir choisir de les envoyer sur le chemin de la sagesse pour récupérer des points de victoire et des bonus, mais aussi on va pouvoir les placer sur notre plateau personnel, ces pèlerins, aux côtés des rochers pour maximiser le scoring de certains éléments de notre jeu. Une autre des zones de jeu que j'apprécie beaucoup, moi, c'est le chemin qui est tout en bas de la carte et qui est un chemin où on retrouve des esprits qui ont perdu le sens de leur vie et qui errent. On va pouvoir récupérer ces esprits et les aider à redonner un sens à leur vie en leur associant une libellule, ce qui va nous apporter des ressources. Voilà, ce jeu, c'est un jeu qui est plein de possibilités, mais surtout plein de poésie et que moi je vous conseille en cette fin d'année. Et du coup, la grosse boîte qui va occuper une certaine place sur le traîneau du Père Noël, c'est la boîte d'Angel Fury. Angel Fury, c'est un jeu d'affrontement par l'auteur de Terraforming Mars, un jeu d'affrontement qui voit s'affronter les anges et les démons pour le contrôle d'une âme humaine. Le système d'affrontement avec les figurines est particulièrement malin puisque chaque case du plateau
va représenter un espace de 3 par 3. Et une figurine d'ange ou une figurine de démon va occuper une case sur ces 9. Très vite, quand on a une troupe, on arrive facilement à visualiser la force de combat que l'on a. Mais on a aussi comme unité les séraphins et les archidémons, qui sont des unités qui vont occuper 2 cases par 2 cases, et qui vont être également des points de ralliement pour nos troupes, mais aussi des unités que l'on va pouvoir améliorer. Et on a enfin notre plus puissante unité, l'archange et l'archidémon, qui sont des unités qui vont pouvoir encaisser pas mal de dégâts. On ajoute à ça un système de commande des troupes via des jetons d'ordre, où on va pouvoir avancer sur la map pour le contrôle des ressources en donnant des ordres à nos troupes, et un système très malin d'amélioration de son deck de cartes, où on va pouvoir remplacer les cartes faibles de notre main pour les améliorer et pour pouvoir mener des attaques puissantes contre notre adversaire. A noter que le jeu se joue en équipe de 2 contre 2, ou lorsque vous êtes 3 joueurs, vous allez jouer en mode 2 contre 1, ou en affrontement classique si vous êtes 2. L'un des points forts du jeu, c'est qu'on va commencer la partie avec quasiment toutes nos unités sur la carte. Donc on entre directement dans le vif du sujet, et on peut tout de suite mettre en œuvre des grosses manœuvres. Vous avez plusieurs choix de stratégie, ou vous allez foncer directement dans le tas, ce qui ne nous a pas réussi sur notre dernière partie, ou alors vous allez pouvoir temporiser, récupérer des ressources, améliorer votre main de cartes, et peut-être pouvoir en jouer plus à chaque tour, ou à donner plus d'ordre à vos troupes. Je pense que ça peut être une bonne occasion, Noël, pour commander ce genre de boîte énorme. Moi je pense que c'est le bon moment de faire une commande de jeu, parce qu'en plus des jeux du Père Noël, tu peux avoir aussi les propres jeux que tu vas acheter et dire que c'est le Père Noël qui te les a donnés. T'as rien à dire à ça, toi? Ben quoi? Non, bah non. Non, je trouve que c'est plutôt un bon plan, moi. Le dernier des jeux dont je voulais vous parler sur cette vidéo, c'est Aeon's End Legacy. Alors Aeon's End Legacy, je vais pas vous montrer l'intérieur de la boîte parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est une campagne et je préfère vous laisser la surprise du contenu. Comment ça, Chris? C'est bien pratique quand on est en retard sur le montage de rien montrer. Non, je tiens à garder cette vidéo sans spoil, je vous assure. Comment ça, je peux montrer un Aeon's End classique? Tu crois? Allez, je vous montre un Aeon's End classique. Donc Aeon's End, c'est un excellent jeu de deck building coopératif. Les joueurs vont s'associer pour affronter une némésis. Une des grosses particularités du jeu également, c'est que l'on ne va jamais mélanger son jeu. Quand on n'aura plus de cartes, on va récupérer sa défausse et la retourner, et ça fera notre pioche, ce qui nous permet de créer des enchaînements et des combos dans le jeu tout à fait savoureux. Une des particularités que l'on retrouve aussi dans ce jeu, c'est un aspect tutoriel, puisque la première partie, la mise en place, les cartes sont déjà rangées. On vous dira, vous ouvrez le paquet A, vous placez les cartes de telle façon, vous ouvrez le paquet B, ce sont les decks des joueurs, vous leur distribuez, et la première mise en place, elle est extrêmement rapide. Et du coup, cette boîte Legacy, c'est Aeon's End, mais en plus, vous aurez tout le plaisir du Legacy, à savoir déchirer des cartes, coller des autocollants d'amélioration, avoir des nouvelles mécaniques qui vont s'imbriquer tout au long de la partie. Papa, c'est pas la boîte du Legacy, ça? No, God, please, no, no! Est-ce que je la conseillerais à un joueur s'il a déjà Aeon's End? Oui, tout à fait, parce que les mécaniques, elles sont les mêmes, mais on a des petites surprises dans la boîte qui feront plaisir même aux joueurs d'Aeon's End aguerris. Et en plus, tout le contenu de la boîte, c'est du contenu que l'on va pouvoir réutiliser comme une extension pour son jeu. Et est-ce que je le conseillerais à ta copine qui n'a pas Aeon's End? Bah oui, ça pourrait être son premier Aeon's End, parce que vous n'avez pas besoin de connaître Aeon's End pour vous lancer là-dedans. Bien au contraire, la première partie, c'est une version d'Aeon's End plutôt plus simple qu'une boîte de base classique, donc vous pouvez foncer. Bon, en tout cas, moi je suis content d'avoir parlé de ce jeu sans faire de spoil. Vraiment, réussir à ne rien montrer de la boîte, moi je pense que c'est vraiment très bien, parce que c'est dommage de pouvoir voir les... Ils ont vu, tu penses? Vous avez vu?